de l'environnement hospitalier. Avant de commencer, je pense qu'il y a lieu de commencer à définir d'abord l'environnement hospitalier, qui est l'ensemble des éléments qui entrent en contact avec les patients, le personnel et les visiteurs dans une structure hospitalière. On retrouve dans cette définition l'eau de réseau, l'eau médicale ou technique, les surfaces inertes ou vivantes, les dispositifs médicaux, l'air médical ou atmosphérique, les solutés, l'alimentation, le linge et enfin les effluents et les déchets hospitaliers. Donc, il faut savoir que l'environnement hospitalier est largement contaminé par des micro-organismes extrêmement variés. Ces micro-organismes sont représentés majoritairement par les bactéries, qu'elles soient à gram positif ou à gram négatif. Ces bactéries, soit elles font partie de la flore opportuniste, c'est-à-dire saprophyte ou commensale, qui sont habituellement non pathogènes pour l'être humain, mais qui peuvent le devenir si les systèmes immunitaires de l'hôte est affaibli, quand elles peuvent également appartenir à la flore naturelle pour l'homme. On retrouve un certain nombre de bactéries, notamment les Stenotrophomonas maltophilia, les Acinetobacter baumannii, Clostridium difficile et les spores bactériennes, des Staphylococcus aureus ou non aureus et des contaminants d'origine fécale tels que les entérobactéries ou les entérocoques. Il faut savoir que les grammes positifs sont plus présents dans l'environnement comparé aux grammes négatifs du fait qu'ils sont plus résistants à la dessiccation et que les espèces de Pseudomonas aeruginosa et d'Acinetobacter baumannii sont plus résistantes comparées aux autres bacilles à grammes négatifs. On retrouve également des levures et des champignons filamenteux qui présentent une durée de survie très importante dans l'environnement et sont à l'origine de plusieurs infections nosocomiales, notamment dues à Aspergillus fumigatus. Les virus sont également présents dans l'environnement et ont comme origine un réservoir humain. On retrouve principalement des virus respiratoires ou des virus digestifs. On peut trouver également comme contaminants de l'environnement des parasites et des prions. La contamination microbienne de l'environnement peut avoir deux origines. Soit elle est issue de la flore humaine, représentée par la flore endogène des patients infectés ou bien colonisés, du personnel soignant et dans certaines situations des visiteurs, qui excrètent dans l'environnement des souches qui sont préexistantes mais qui sont devenues avec le temps multirésistantes aux antibiotiques. Cette flore est composée principalement de la flore cutanée, c'est-à-dire de la flore de la peau, de la flore respiratoire, surtout lors de la parole et de l'éternuement, et de la flore digestive. Il faut savoir que la flore d'origine humaine représente un réservoir très important de bactéries pathogènes et qui sont multirésistantes aux antibiotiques. Tout simplement, l'utilisation des antibiotiques en milieu hospitalier et principalement ceux à large spectre sont certainement celui qui a joué le rôle crucial dans la sélection et la dissémination de souches préexistantes devenues multirésistantes aux antibiotiques. Les bactéries du groupe ESCAPE sont représentées comme étant les espèces les plus inquiétantes sur le plan de la résistance aux antibiotiques et les plus incriminées dans les infections nosocomiales. On retrouve principalement, donc, dans la définition de ESCAPE, Enterococcus faecium, Staph aureus, Klebsiella pneumoniae, les Acinetobacter baumannii, les souches de Pseudomonas et d'Enterobacter. Actuellement, l'Organisation mondiale de la santé a mis plus particulièrement en avant le risque que représentent les bacilles à grammes négatifs qui sont devenus de plus en plus résistants à un large panel d'antibiotiques.
Les micro-organismes peuvent également avoir une origine environnementale. Ils sont issus principalement de la flore externe à l'hôpital, qui est apportée soit par l'air ou bien par l'eau. Ces micro-organismes présentent de multiples résistances naturelles aux antibiotiques, principalement par des bactéries à gram négatifs dont on retrouve les souches de Pseudomonas, d'Acinetobacter baumannii et de Stenotrophomonas maltophilia, qui est une souche de l'environnement et qui est très résistante aux antibiotiques. L'environnement hospitalier ainsi formé est généralement très contaminé par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Et cet environnement va jouer un rôle de réservoir secondaire par rapport à la transmission de ces BMR. C'est ainsi que des patients séjournant dans des chambres auparavant occupées par des patients porteurs soit de SARM, d'entérocoques résistants à la vancomycine ou bien de bacilles à gram négatifs multirésistants se sont retrouvés à leur tour contaminés par ces mêmes micro-organismes. Les surfaces hospitalières sont largement contaminées par les mains, les liquides biologiques et les salissures. Et de ce fait, constituent un réservoir de micro-organismes non négligeable qui peut avoir un impact sur l'acquisition des infections nosocomiales. L'importance de cette contamination est due principalement à l'activité humaine ou bien à l'air qui véhicule sous forme d'aérosol des amas bactériens ou bien à l'eau qui contamine les surfaces et les dispositifs médicaux lors du rinçage. La flore hospitalière varie qualitativement et quantitativement dans le temps, d'un établissement à un autre. Elle varie également au sein du même établissement en fonction des services, des patients, des soins et des techniques pratiquées, de la capacité de survie des micro-organismes dans l'environnement hostile, ou bien dans les conditions hostiles, procédures de nettoyage et de désinfection utilisées dans chaque structure hospitalière, ainsi que la capacité des souches à former des biofilms. La présence des micro-organismes dans l'environnement hospitalier fait poser la question de leur responsabilité dans la genèse des infections nosocomiales. Des travaux réalisés dans les années 70 jusqu'aux années 80 ont rapporté que le rôle de l'environnement était négligeable et celui des surfaces n'était pas clair et le risque infectieux était difficile à évaluer. Ce constat est dû à la difficulté d'établir une relation de causalité entre la contamination de l'environnement hospitalier et la survenue d'infections nosocomiales. Également, la place de la transmission directe interhumaine est prépondérante par rapport à celle liée à l'environnement hospitalier qui ne représente que 5% de l'ensemble des infections acquises à l'hôpital. Pardon. Malgré ce faible taux d'implication de l'environnement, plusieurs infections ont été mises en évidence et ont pour origine un réservoir environnemental, notamment le rôle de l'air dans la survenue des infections du site opératoire a été largement étudié, particulièrement en chirurgie orthopédique prothétique. Des infections ou bien des aspergilloses pulmonaires chez des patients immunodéprimés ont eu pour origine la contamination de l'air par des poussières lors de travaux à l'intérieur de l'hôpital. Des légionelloses dues à la contamination également de l'air par des aérosols surchargés en bactéries de type Legionella. On retrouve également d'autres infections, notamment la transmission par contact de Mycobacterium xenopi, Pseudomonas aeruginosa et des virus de l'hépatite C à partir de la contamination de dispositifs médicaux, et ainsi que la transmission par contact de Pseudomonas et de bactéries résistantes aux antibiotiques à partir de la contamination
d'antiseptiques. La preuve de l'implication d'un réservoir environnemental dans la survenue des infections nosocomiales est due au fait que lorsqu'il y a suppression de la source, il y a arrêt de l'épidémie. Récemment, plusieurs travaux ou publications ont rapporté le rôle de la contamination des surfaces, de la transmission de ces micro-organismes d'intérêt médical et l'acquisition des infections nosocomiales à partir de ces surfaces. La maîtrise de la contamination de l'environnement hospitalier est indispensable et elle est réalisée par des contrôles microbiologiques de l'environnement qui font partie de la politique de lutte contre les infections nosocomiales. Maintenant, chaque structure hospitalière doit adapter sa stratégie de contrôle en fonction des zones à risque ainsi que de son budget alloué. Cette surveillance peut être soit à visée de qualification, c'est-à-dire que des contrôles peuvent être utilisés avant le démarrage d'une activité dans un nouvel environnement, soit à visée de surveillance, donc surveiller quoi? Surveiller la qualité microbiologique du bionettoyage, faire des contrôles lorsqu'il y a des travaux générant un risque infectieux et contrôler les procédures de maintenance de certaines installations, par exemple on change des filtres à air. On trouve également à visée épidémiologique lors de la recherche d'un réservoir à bactéries multirésistantes qui peuvent être à l'origine de cas groupés ou bien à visée pédagogique dans le but d'une visualisation de la qualité microbiologique de l'environnement ou bien dans la sensibilité et la motivation du personnel hospitalier. La surveillance microbiologique de l'environnement, des surfaces de l'environnement a deux objectifs. Soit vérifier la bonne application des procédures de bionettoyage ou bien évaluer le niveau microbiologique pour une activité donnée. Elle est essentiellement à visée pédagogique dans les services à haut risque infectieux, par exemple les services de réanimation, les blocs opératoires, ou bien dans les services de brûlés et d'hémato. Ils peuvent être appliqués également lorsqu'il y a des travaux dans les secteurs maîtrisés ou des secteurs adjacents, lors de la survenue d'épidémies et dans les indications dans une démarche qualité globale. Cette surveillance peut avoir plusieurs limites, dont la première est la limite liée à l'environnement, qui constitue un écosystème complexe du fait que les micro-organismes présents dans l'environnement soient stressés et présentent des états physiologiques très hétérogènes, c'est-à-dire qu'on retrouve des bactéries cultivables et des bactéries non cultivables. La recherche est limitée aux bactéries et aux moisissures, comparée aux virus qui sont techniquement très difficiles à mettre en évidence. Et elle dépend aussi des conditions de survie des micro-organismes, par exemple s'ils peuvent former des biofilms ou s'il y a ou non présence de matière organique. Les limites liées aux résultats, donc ces résultats ne donnent qu'une image instantanée du contrôle, et elles dépendent des techniques de prélèvement qui sont différentes, non comparables et non reproductibles, et donc les résultats ne peuvent pas être comparés entre eux. Elles peuvent également être différentes, tout simplement parce que les surfaces échantillonnées sont... le nombre est réduit et la contamination est variable d'un site à un autre. Donc tout dépend du site qu'on a choisi pour faire le contrôle. Les limites liées à l'interprétation sont difficiles en absence de normes et les trois niveaux cible, alerte et action peuvent être difficiles à interpréter et à utiliser. Une fiche de suivi de la qualité des surfaces est utilisée pour chaque
chaque salle ou bien chaque zone à risque, et les sites sont choisis selon le risque infectieux le plus élevé par rapport aux patients et les plus proches du site d'activité. Le nombre des prélèvements effectués ne doit pas être inférieur à 5 et doit avoisiner les 10 pour avoir un résultat global. Les prélèvements des sols et des murs ne représentent pas d'intérêt sauf dans le cas d'une surveillance d'un risque fongique. Et pour un suivi comparatif, il faut conserver les mêmes points de prélèvement et la même méthodologie. Donc, ces deux fiches représentent donc une salle de bain et une chambre de patient avec les différentes. Donc, il faut mentionner la date, le lieu, le type donc la méthode utilisée et les différents sites avec le résultat obtenu. Plusieurs méthodes de contrôle de surface peuvent être utilisées, notamment l'application de gélose contact, de lames gélosées clientes, l'utilisation de l'écouvillonnage et la technique d'ATP métrie. Pour la gélose contact, ou bien ce qu'on appelle les boîtes Rodac, ce sont des boîtes de pétri possédant un ménisque de milieu de culture convexe, offrant une surface d'analyse ou bien de contact de 25 cm². Cette technique est adaptée aux surfaces planes, lisses, mais surtout, elles doivent être sèches. Elle permet d'obtenir donc un résultat quantitatif par 25 cm² et une pression uniforme et constante et appliquée, donc ce qui fait que ce mode de prélèvement il est standardisé. La pression est obtenue soit par l'utilisation d'un applicateur, comme on voit dans la première figure, ou bien d'une masse et d'un chronomètre. Donc les masses, c'est soit de 200 grammes appliquées pendant 2 minutes, ou bien de 500 grammes pendant 10 secondes, pardon. Différents milieux de culture peuvent être utilisés pour la recherche du nombre total viable de micro-organismes, donc soit dans le but d'une recherche de la flore totale, donc en utilisant des milieux ordinaires tels que la gélose TS1 ou bien PCA, ou bien pour une recherche spécifique en utilisant des géloses VRBG et VRBL dans le cadre d'une recherche des entérobactéries des coliformes, Bud Parker pour les staphylocoques, Slanetz et Bartley pour les streptocoques, Cetrimide pour les pseudomonas et Saboro additionné de chloramphénicol pour la recherche des levures et des moisissures. Les milieux sont additionnés d'un ou de plusieurs neutralisants actifs contre les produits détergents désinfectants utilisés lors des procédures de nettoyage. Et les plus courants sont soit le TUI 80, la lécithine, le thiosulfate de sodium. Une fois qu'on a réalisé le prélèvement, les boîtes sont placées dans un conditionnement évitant tout risque de contamination externe. Et elles doivent être identifiées, c'est-à-dire mettre la date, l'heure et le lieu. Il faut savoir que les boîtes qui ont été utilisées dans la même chambre seront réorganisées dans le même étui. Et le transport ne doit pas dépasser, bien l'incubation ne doit pas dépasser les 24 heures et ces boîtes ne font pas l'objet d'une réfrigération, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le prélèvement, les mettre au réfrigérateur et le lendemain les incuber. La température d'incubation, elle est dépendante de la flore recherchée. Donc pour la flore totale aérobie, donc on incube à 30 degrés. Et pour la recherche spécifique ou bien ciblée des champignons, donc on incube à 22 degrés. L'interprétation maintenant des résultats se fait soit quantitativement ou bien qualitativement. C'est-à-dire qu'on doit énumérer le nombre
d'unités formant colonies qui sont représentées sur la surface de la gélose. Cette numération donc, est représentée par rapport à 25 cm² et dans les conditions de routine, il n'y a pas nécessité de faire une identification. Donc elle est faite uniquement lors de la recherche qui est ciblée. Pour l'utilisation maintenant de la deuxième technique des lames gélosées pliantes, ce sont des lames qui contiennent deux faces, une pour la recherche de la flore totale aérobie et la deuxième pour une recherche spécifique. Donc tout dépend du micro-organisme ciblé, soit des staphylocoques, des entérobactéries ou bien des levures et moisissures. Cette méthode de lame est utilisée dans le but de contrôle de certaines procédures de désinfection et de nettoyage des surfaces et du matériel, dans l'hygiène des mains et des textiles, comme elles peuvent être utilisées également par immersion, donc directement dans un liquide qu'on veut analyser. Donc pour les modalités de prélèvement, donc on applique la première face, ou bien la face A qui représente la flore aérobie, sur la surface qu'on veut prélever, puis on applique la face B sur la même surface. Une fois qu'on a réalisé le prélèvement, on réintroduit la gélose dans son étui, puis on l'incube 24 heures à 72 heures à température optimale de croissance du micro-organisme ciblé, maintenant dans une étuve qui est spécifique pour l'âme gélosée. L'interprétation se fait également de la même manière, donc énumération des unités formant colonie sur la surface, sur les deux surfaces, et elles sont interprétées en sale, moyen, propre et très propre, selon la charge microbienne, c'est-à-dire que la surface est qualifiée de sale, de moyenne, selon la charge microbienne retrouvée lors du prélèvement. La troisième méthode étant la méthode d'écouvillonnage, c'est celle qui est la plus utilisée en Algérie. Donc c'est une technique qui est utilisée uniquement dans le cadre d'une recherche de germes spécifiques sur une surface plane, ou bien une recherche de germes dans des zones difficilement accessibles pour les boîtes Rodac, ou bien dans la superficie est plus grande, donc par rapport à 25 cm². Cette technique est utilisée dans le cadre d'études sur la vérification toujours de l'efficacité du bionettoyage, l'identification des agents pathogènes spécifiques et une clarification lorsqu'il y a des épidémies. Donc avant le prélèvement, l'écouvillon est d'abord humidifié dans du bouillon. Donc soit on utilise de l'eau distillée stérile, sérum physiologique ou du bouillon nutritif. Généralement on utilise le bouillon nutritif. Et ces bouillons sont additionnés de neutralisants. Après, donc, on passe l'écouvillon sur la surface qu'on veut prélever, donc en faisant des stries parallèles, puis on tourne de temps en temps l'écouvillon et on refait dans le sens inverse. Pour la normalisation de cette technique, on peut utiliser un gabarit avec une surface bien déterminée afin d'avoir un résultat standardisé. Une fois qu'on a fait le prélèvement, donc l'écouvillon est remis dans son étui et il est transporté au laboratoire. Et lorsque la durée du transport dépasse 4 heures, donc là, l'écouvillon doit être maintenu à une température de 5 degrés. Donc comparé aux boîtes Rodac qui ne doivent pas être réfrigérées, donc cette technique nous permet de faire des prélèvements, mais à distance très importante par rapport au lieu d'incubation. Bien sûr, le temps de transport ne doit pas dépasser les 24 heures. Différents milieux de culture peuvent être utilisés, soit des milieux ordinaires, sélectifs, et dans ce cas, on peut utiliser des milieux chromogènes pour cibler directement les micro-organismes ou bien identifier rapidement les micro-organismes qui se retrouvent sur les surfaces. Et l'ensemencement, là, il se fait de deux manières. Soit directement par épuisement de l'écouvillon sur la surface de la gélose qu'on a choisie, ou bien on passe par un enrichissement
pour favoriser ou bien revivifier la flore de l'environnement qu'on a dit qu'elle est tout le temps stressée. La température d'incubation et le temps d'incubation, c'est selon les micro-organismes donc ciblés, soit à 30 degrés pour les micro-organismes de l'environnement, 37 pour la plupart des pathogènes, plutôt des souches pathogènes cliniques, donc impliquées dans les infections nosocomiales, et 44 degrés pour cibler les souches d'Acinetobacter baumannii. L'interprétation se fait également de la même manière, donc par énumération du nombre de colonies sur la surface, mais là on ne peut pas rapporter par un nombre de centimètres. Donc on va dire qu'il y a tant d'unités formant colonie. Donc les résultats sont soit qualitatifs, donc absence ou présence, ou bien quantitatifs, mais là lorsqu'on utilise le gabarit. Donc les critères d'interprétation doivent être définis individuellement et en équipe pluridisciplinaire, et tout dépend de la situation, c'est-à-dire est-ce que c'est un contrôle de routine ou dans le cadre d'une épidémie. La dernière méthode est une méthode qu'on appelle indirecte, c'est-à-dire que elle permet d'avoir une appréciation de la contamination de l'environnement, mais pas un nombre exact. Donc, on ne va pas cultiver les micro-organismes, mais on va avoir une estimation de la charge. Donc, c'est une méthode indirecte par l'évaluation de l'activité métabolique des micro-organismes, viable ou non, par mesure d'ATP. Donc, elle est rapide et complémentaire aux méthodes microbiologiques qui donnent le nombre de micro-organismes présents sur une surface donnée. La sensibilité maintenant et la spécificité de cette technique est d'environ 75%, tout simplement parce que l'ATP mesuré provient soit des cellules vivantes ou non, microbiennes ou non, c'est-à-dire qu'on peut mesurer également l'ATP présent dans les liquides biologiques. Et c'est une technique indiquée pour évaluer la qualité globale d'un bio-nettoyage. Maintenant, pour les prélèvements, donc il y a un écouvillon qui est spécifique, donc c'est comme l'écouvillon utilisé dans l'avant-dernière. Donc on frotte une surface de 10 cm², puis on va remettre l'écouvillon à l'intérieur du luminomètre et on va lire la mesure. Donc, le résultat est donné par unité relative de lumière et le seuil indiquant la non-conformité est supérieur à 30 ERL. Donc, quand on trouve, par exemple, dans la figure 40, ça veut dire que la surface est contaminée, donc elle n'est pas conforme. Cette mesure, elle est plus appliquée en milieu en industrie, mais en milieu hospitalier, la norme est peu applicable en raison de la complexité de l'interprétation. Pourquoi? Parce qu'il y a une faible contamination des surfaces, premièrement, du fait qu'il y a nettoyage régulier, une détection des matériaux non viables par l'ATP, donc on détecte l'ATP présent dans les cellules vivantes ou non, donc microbiennes ou non. Et en plus, la réaction enzymatique est influencée par la présence de désinfectants ou bien de détergents. Maintenant, je vais vous présenter un cas d'étude en Algérie qui porte sur le contrôle microbiologique de l'environnement hospitalier, donc sur les surfaces, au niveau de 3 centres hospitaliers. Donc, c'est une étude multicentrique réalisée dans une période allant de 2011 à 2014, au niveau de 3 structures hospitalières, à savoir Béjaïa, Sétif et Constantine. 4 services ont été étudiés, à savoir pédiatrie, médecine interne, réanimation et services des maladies infectieuses. Et 1368 prélèvements ont été effectués. Donc, les prélèvements ont ciblé, donc, en premier lieu, les chambres de patients, où plusieurs sites ont été échantillonnés, à savoir la laiterie, les poignées de porte, l'interrupteur et d'autres surfaces. Et bien sûr, ces surfaces ont été choisies selon leur fréquence de contact avec les mains du personnel et des patients.
et bien sûr chez nous, même des visiteurs, parce qu'on en a un nombre très important. Des prélèvements ont été également effectués au niveau des couloirs, donc sur les bordures des fenêtres, des interrupteurs, des distributeurs de désinfectants et même des tableaux de radiologie. Au niveau des sanitaires, donc on a ciblé les lavabos et les robinets, les chasses d'eau, les poignées de porte et les portes savantes. Le matériel médical a été également prélevé. Donc le matériel, soit il est commun, soit il est spécifique aux patients. Et enfin, on a effectué des prélèvements au niveau des bureaux et des chambres de garde du personnel, sur les mains et sur les blouses, donc le téléphone, réfrigérateur, micro-ondes utilisés pour réchauffer les plats. La méthode utilisée étant l'écouvillonnage, de la même manière qu'on l'a décrite auparavant. Mais ici, on va faire un enrichissement de la flore environnementale avant de faire un isolement sur gélose sélectif. Donc, on a utilisé du maconquet additionné, soit de ceftazidime ou de l'imipinème pour la sélection des souches productrices de BLSE ou de carbapénémase. Après purification, donc l'identification des souches a été réalisée selon les caractères culturaux, coloration de grammes et galerie biochimique classique, aspect sur milieu chromagar, et en même temps on a refait l'identification, ou bien confirmé l'identification en utilisant la spectrométrie de masse, donc Malditov, et une recherche des gènes spécifiques pour les souches d'Acinetobacter baumannii. Les souches obtenues ont été testées pour leur sensibilité aux antibiotiques. Donc, différentes familles d'antibiotiques ont été utilisées, ainsi que la détermination des concentrations minimales inhibitrices et une recherche des phénotypes de résistance aux antibiotiques, notamment la recherche de BLSE par le test de synergie, et les autres représentent les techniques de recherche des carbapénémases. Une détection moléculaire et séquençage des gènes impliqués dans la résistance aux antibiotiques a été réalisé, suivi d'un typage moléculaire par MLST pour la détermination de la clonalité des souches. Maintenant, pour les résultats, la première partie concerne les souches d'Acinetobacter productrices de carbapénémase. Donc, 61 souches ont été obtenues. 45 à partir de CHU de Sétif et 16 du CHU de Béjaïa. Et au niveau des 3 services, réanimation, médecine et services des maladies infectieuses, les gènes impliqués dans la résistance étant des NDM et des OXA23. Pour les souches productrices de BLSE, elles sont représentées principalement par les souches de Klebsiella pneumoniae. Donc 22 ont été isolés du CHU de Constantie, 12 du CHU de Béjaïa et 10 du CHU de Sétif. Elles sont productrices majoritairement du bêta-lactamase de type CTX-M15 et 3 souches du CTX-M3. Donc ces souches présentent au niveau de 3 services plutôt, donc réanimation, médecine et services infectieux, et présente différents clones. Les sites les plus contaminés par ces BMR, que ce soit les Acinetobacter ou bien les souches de Klebsiella, sont avérés les surfaces qui sont proches des patients, du matériel médical, les mains et les blouses du personnel. Donc, de la même manière qu'on l'a retrouvé dans la littérature, donc en Algérie, les sites les plus contaminés sont ceux qui environnent le patient. Le typage moléculaire a permis de mettre en évidence une dissémination clonale dans certains services et dans certains hôpitaux. Par exemple, ici à Béjaïa, on retrouve que le ST147, qui représente le même profil de résistance, s'est retrouvé sur différentes surfaces dans la même chambre. C'est-à-dire que ici, bordure de lit, interrupteur, poignée de porte. Même chose pour l'hôpital de Sétif, donc le ST 1426. Et CHU de Constantie,
donc le 336. Donc ces souches, on va dire comme quoi peut-être qu'il y a une dissémination clonale à l'intérieur de la chambre ou bien du service, vu que les souches présentaient le même ST et le même profil de résistance. Donc cette étude montre que le renforcement des instructions émises par le ministre de la Santé dans le cadre de l'amélioration de l'environnement de soins n'est pas suffisant si une bonne politique de surveillance de l'environnement n'est pas adaptée à chaque structure hospitalière. Un taux d'occupation des lits trop élevé ainsi qu'une surcharge des structures de soins est un des obstacles à l'application rigoureuse des mesures d'hygiène, ce qui favorise les infections, l'apparition ou le développement des infections nosocomiales. Donc enfin, on va dire que l'hygiène hospitalière est à la base de la prévention des infections nosocomiales et prend en compte l'ensemble des aspects cliniques, microbiologiques et épidémiologiques des infections, mais également l'organisation de l'environnement de soins. Donc pour conclure, on va dire qu'une prise en compte de l'implication de l'environnement dans la survenue des infections est nécessaire. Les prélèvements de l'environnement hospitalier, notamment ceux des surfaces, sont un outil d'estimation du risque infectieux potentiel. Les arguments microbiologiques nous permettent de répondre à la question « ces mesures ont-elles un impact dans la diminution de la contamination ?» Nécessité d'avoir une politique de surveillance réfléchie, coordonner et intégrer les contrôles microbiologiques dans l'environnement pour chaque structure hospitalière. Et enfin, prévoir une conduite à tenir en cas de résultats non conformes.